bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Je sais que vous êtes assez nombreux, donc je vous félicite déjà et vous remercie. Avant de commencer cette petite conférence, je voudrais remercier l'équipe technique, avec Simon donc à la vidéo, Sylvie sur les réseaux prêt à enregistrer vos questions, et Hugues aussi en organisateur général. Donc vous pouvez dès à présent poser des questions, elles seront enregistrées, il y aura un temps, une bonne dizaine de minutes à la fin pour répondre aux questions. Donc n'hésitez pas, Sylvie est prête à enregistrer tout ça. Donc je vous propose de commencer dès à présent donc, cette mini-conférence dont le sujet va être le système métabolique. Le système métabolique, donc cette première diapositive vous montre bien qu'elle fait partie d'un ensemble, ce qu'on appelle en médecine naturelle les 6 systèmes homéostasiques. Je les cite très rapidement dans l'ordre des chiffres: système électrolytique, système métabolique, système nerveux, système immunitaire, système hormonal, système circulatoire et système nerveux. Ce sont 6 systèmes qui équilibrent, qui régulent le fonctionnement du corps pour qu'il soit toujours en équilibre de santé bien entendu. Alors bien entendu, dès que vous aurez une maladie chronique, on va dire, il y aura toujours un ou plusieurs de ces systèmes qui sont atteints. Alors, dans ces 6 systèmes, il y en a 3, ceux en foncé, qui sont plus importants que les autres. Les voici: système électrolytique, système métabolique, système immunitaire. Il faut bien comprendre qu'en médecine naturelle, quand les 3 systèmes d'après sont atteints, il faut toujours revenir à la base. Ces 3 systèmes sont la base indispensable au bon fonctionnement des 3 autres. Ça, c'est très, très, très important. Donc, je traduis ce que je viens de dire. S'il y a des problèmes endocriniens, s'il y a des problèmes circulatoires, s'il y a des problèmes neurologiques, il faut absolument aller voir dans ces 3 systèmes lequel déjà est défaillant à la base. Alors, le système électrolytique, bien entendu, c'est la gestion de l'eau et des électrolytes dans le sang. Il est gouverné par le sang, je n'en dirai que ça aujourd'hui puisque ce n'est pas le sujet, mais ça c'est la base, parce que le système électrolytique, il va servir à la matérialisation, c'est-à-dire le terreau sur lequel va pousser un petit peu toute la vie, tout le corps, tout ce qui se passe dans le corps, etc. Donc ce système électrolytique, il contrôle la matérialisation. Une cellule, elle existe parce qu'il y a du liquide à l'intérieur dans lequel il se passe des choses. Donc ce système, c'est vraiment la base de la base, le système électrolytique. Le système métabolique que nous allons aborder aujourd'hui, il va contrôler les fonctions, donc tout ce qui est fonctionnement des cellules, fonctionnement des organes, fonctionnement des tissus. C'est l'expression du système métabolique, du métabolisme des tissus, des cellules, etc. Et enfin, il y aura le système immunitaire dans ces 3 systèmes de base. Lui, on peut dire en résumé qu'il contrôle l'identité. Le moi, le non-moi, vous connaissez ça. Alors, on a souvent l'habitude de voir ça au niveau physique, hein, les anticorps, les antigènes, etc. Mais il faut savoir qu'on a une identité physique, on a une identité émotionnelle, on a aussi une identité mentale, d'ailleurs, que les psychiatres appellent l'ego. Donc tout ça, qui je suis, moi, par rapport aux autres, c'est géré par le système immunitaire. Mais revenons à nos moutons et nous allons entrer plus avant dans le système métabolique. Alors, comment peut-on définir ce système métabolique? Eh bien, on va dire que c'est lui qui gère toutes les réactions métaboliques dans le corps. On peut les diviser en 2. Il y a des réactions de construction, où on va construire à partir des briques de départ des choses, et puis il y a des réactions métaboliques de déconstruction de molécules. Donc on construit des molécules, on déconstruit des molécules. Donc, en parlant plus de façon biologique, on va dire que ce sont des chaînes enzymatiques qui vont contrôler des réactions de construction, on va appeler ça des chaînes enzymatiques anaboliques, l'anabolisme, et à l'inverse, les chaînes enzymatiques cataboliques vont gérer les réactions de destruction, entre guillemets, de décomposition des molécules. Donc ce mot est très important. Les enzymes, c'est le métabolisme, et c'est responsable de l'anabolisme et du catabolisme des molécules.
On peut dire aussi que c'est donc ce système métabolique qui va gérer les fonctions. Je vous l'ai dit, on peut le voir ça au niveau cellulaire. Une cellule, elle va faire des choses, elle doit fabriquer des choses, éliminer des choses. C'est le système métabolique qui fait ça. Au niveau tissulaire, si je prends le tissu de la peau, ben, il a une fonction de faire des kératinocytes, etc., pour protéger de l'extérieur. C'est les cellules et les chaînes enzymatiques qui vont faire des choses. Et si on dézoome encore, que l'on parle au niveau d'un organe, ben le foie, il fait beaucoup de fonctions, par exemple, la chaîne de détoxication hépatique, là, il fabrique de la bile, il gère le stock de glucides sous forme de glycogène, etc., etc. Donc il y a beaucoup de fonctions, par exemple pour le foie, qui est l'organe, on le verra, métabolique par excellence. Donc beaucoup de fonctions sont réalisées par le foie donc, dans son intégralité. Donc si on dézoome encore, à quoi sert le système métabolique? Ben, c'est lui qui va donner tout ce qui se passe dans les cellules, dans les tissus, dans les organes, c'est-à-dire les fonctions cellulaires, les fonctions tissulaires organiques, c'est-à-dire que ça va donner l'énergie du corps. Quelqu'un qui a un bon métabolisme va être super en énergie. Quelqu'un qui a un métabolisme déficient, eh ben, il va manquer d'énergie. Et le terme à retenir, je pense, qui colle bien à ça, c'est le terme de vitalité. Hein. Le système métabolique donne la vitalité à notre organisme. Alors, on ne peut pas faire ce cours sans évoquer un grand monsieur français, Cocorico, Anselme Payen. C'est un industriel chimiste français qui a découvert la première enzyme a été découverte par ce monsieur. Je mets tout de suite, voilà, je vous la donne ici. Voilà, ça s'appelait la diastase. Il a appelé ça la diastase. Ça veut dire qu'il séparait en deux, qu'il séparait en plusieurs morceaux, pardon, diastase. L'amidon, en l'occurrence, est coupé, ce sont des chaînes de glucides très complexes. Elle va être coupée des groupes de 2 sucres, des disaccharides. Donc l'amidon est transformé en disaccharides grâce à la diastase. C'est d'ailleurs ce monsieur qui a donné ce nom à cette première enzyme, et toutes les enzymes après, on leur a donné un nom qui se terminait en ase. Quand vous avez un nom qui se termine en ase, ça veut dire que c'est une enzyme. Alors pour la petite histoire, c'était un industriel qui travaillait dans l'industrie de la betterave à sucre et il voulait augmenter le rendement de la transformation de l'amidon de la betterave à sucre en sucre. Et il a trouvé quelque chose dans l'orge germée, donc, qui était déjà utilisé pour la bière. Il a trouvé une enzyme qui accélérait ce processus. Voilà pour la petite histoire. Alors il a retrouvé cette enzyme, il l'a retrouvée dans le corps humain au niveau de la salive. Elle s'appelle l'amylase. L'amylase, en fait, c'est une diastase déjà. Alors nous, on a complètement oublié ce monsieur, mais les Américains y pensent au moins une fois chaque année, puisqu'ils décernent leur prix de chimie, Anselme Payen Award. J'ai fait anglais première langue. Donc, pour aller très simplement, le système métabolique, c'est les enzymes. Alors, comment fonctionne une enzyme? Ce schéma, je l'aime bien, il est très très simple, hein, mais il permet de comprendre. L'enzyme, c'est une protéine, c'est toujours une protéine. Donc ici, elle est dessinée en blanc. C'est une protéine assez complexe, avec beaucoup d'acides aminés, etc. Bien entendu, c'est le corps qui va fabriquer ces enzymes à base d'acides aminés précurseurs, d'où l'intérêt de faire une bonne digestion des protéines. Et puis, cette enzyme, regardez, en l'occurrence, cette enzyme blanche, elle va prendre un acide aminé A et un acide aminé B, en rouge et en orange, et elle va en faire un peptide AB. Voilà le rôle de cette enzyme. Et bien, regardez sur le premier schéma, en haut à gauche, les sites sont fermés, donc l'enzyme ne fonctionne pas. Et elle ne va fonctionner que s'il y a ce qu'on appelle des coenzymes qui vont débloquer, entre guillemets, cette enzyme. Alors, c'est soit une vitamine, soit un oligoélément, qui, quand il est présent, va ouvrir les sites. Puis la réaction, vous voyez, va se faire. Une fois que la réaction est finie, les sites se libèrent, l'enzyme ou l'oligoélément ou la vitamine s'en vont, et c'est fini. Il faut savoir qu'une réaction comme ça se passe en 1/200e de seconde. Hein. C'est quelque chose d'assez difficile à concevoir. Donc, le système métabolique, ce n'est que des enzymes. Donc, ici, c'est une enzyme, vous avez vu, anabolique qui construit quelque chose. Il y a aussi des enzymes cataboliques. Alors,
Pour bien comprendre, vous voyez que c'est un système, je pourrais parler de toutes les chaînes métaboliques du corps, là, ça prendrait non pas une journée, non pas une semaine, ça prendrait des mois. Le plus simple, c'est de voir ça avec distance. Il y a deux métabolismes très différents dans le corps. Il y a un métabolisme qu'on pourrait appeler extracellulaire, qui est en fait le métabolisme digestif, les enzymes qui vont digérer les choses dans le tube digestif. Donc ça se passe en dehors des cellules, donc on va l'appeler métabolisme extracellulaire ou métabolisme digestif. Et à côté de cela, il y aura un deuxième métabolisme, le métabolisme intracellulaire ou métabolisme cellulaire par différence avec le premier métabolisme digestif. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur des cellules. Donc, vous voyez deux métabolismes différents, mais qui utilisent, bien entendu, des enzymes et qui sont très importants pour le corps. Et avec, regardez la petite flèche qui apparaît, voilà, toujours pareil, le premier est indispensable au bon fonctionnement du deuxième. Conclusion, si vous avez des cellules qui ne font pas bien leur travail au niveau métabolique, il faut d'abord régler la digestion pour que ça, progressivement, se remette en route. Alors, entrons dans ce premier métabolisme. Tout d'abord, le métabolisme digestif. Vous connaissez certainement ça, vous avez déjà eu des cours sur la digestion, etc. Donc, je vais faire aussi, encore une fois, le temps m'étant compté, très simple. Le métabolisme digestif, je répète, ça se passe, on l'appelle extracellulaire, puisqu'il va se faire dans la lumière intestinale. Il utilise quoi? Les enzymes digestives qui se trouvent dans la salive, l'amylase salivaire, dans l'estomac, la pepsine qui va digérer les protéines, et puis dans le pancréas. Alors là, le pancréas, on l'appelle l'usine métabolique pour la digestion, plein d'enzymes pour digérer les sucres, les lipides, les protéines. Donc voilà où sont fabriquées ces enzymes. Elles vont être déversées dans le tube digestif et vont assurer la digestion. La digestion, ce n'est que du catabolisme. On a des grosses molécules que l'on mange et on va les couper en petits morceaux. Donc le métabolisme digestif n'est que catabolisme. Le milieu, vous verrez dans les cellules, ça sera pareil, pour une réaction chimique, le milieu est très important, et notamment, pour le tube digestif, le pH. Le pH, une enzyme marche bien à un certain pH. On va le voir juste après, dans l'estomac, pour que la pepsine marche bien sur les protéines, il faut un pH très acide, d'où l'intérêt de l'acidité gastrique. À l'inverse, les enzymes qui agissent plus loin dans l'intestin grêle ont besoin d'un pH moins important, d'où l'importance des bicarbonates qui vont venir remodifier le pH. Alors, je fais tout de suite, pour ne pas tout décrire la digestion, je vais me borner sur les protéines pour bien vous expliquer en gros ce qui se passe. Voici un estomac. Les protéines vont être transformées en peptides, c'est-à-dire encore une fois des groupes de 2 ou 3 acides aminés. Ça se passe dans l'estomac. Ça se passe sous l'action du parasympathique. Vous savez que le parasympathique gère, entre guillemets, la digestion. Et le parasympathique va entraîner plusieurs choses. Il va entraîner tout d'abord l'action mécanique de l'estomac. L'estomac est capable de broyer. Il y a une action mécanique de broyage grâce à la musculature de l'estomac. Il va sécréter du mucus, le mucus qui est très important pour protéger les muqueuses. Comme on va le voir après, il va y avoir un pH très acide, il faut du mucus protecteur. Petit aparté que je fais tout de suite, parce que j'ai peut-être oublié de le dire, les gens qui souvent ont des brûlants d'estomac qui prennent des antiacides, c'est une erreur. Ce n'est pas qu'ils ont trop d'acide, c'est qu'ils n'ont pas assez de mucus. Je ferme la parenthèse, parce que on irait trop loin. Sécrétion d'HCl, l'acide chlorhydrique, qui va donner un pH de l'estomac qui peut descendre jusqu'à 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 c'est très 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 acide. On pourrait faire des trous dans beaucoup de choses. Et enfin, la pepsine qui est l'enzyme sécrétée par l'estomac pour digérer les protéines. Et pour être complet, il y a une gastrine qui est une hormone, une petite hormone qui est fabriquée suivant ce qui se passe dans l'estomac. Il y a sécrétion de gastrine qui aussi agit sur cette pepsine pour une sécrétion de pepsine. Donc s'il y a des protéines beaucoup dans l'estomac, il y a beaucoup de sécrétion de gastrine qui va entraîner beaucoup de sécrétion de pepsine. Donc vous voyez, l'estomac, rôle capital pour la digestion des protéines. Sous-entendu aussi, tous les gens qui ont des problèmes d'intolérance au gluten, le gluten et la protéine du blé par exemple,
très complexes, ça veut dire qu'ils ont une mauvaise digestion au niveau de l'estomac du gluten. De même, les intolérants à la caséine du lait de vache, c'est une protéine complexe qui, bien entendu, nécessite une destruction assez avancée dans l'estomac. Les gens qui ne digèrent pas bien les laitages, c'est parce que souvent, déjà, ça se passe mal à ce niveau-là. Je ferme la parenthèse pour avancer dans le reste de la digestion. Alors là, j'ai trouvé ce schéma qui me renvoie à mes études. C'est un schéma que j'ai toujours trouvé formidable parce que simple et qui explique bien tout. Donc à la sortie de l'estomac, ce qu'on appelle le chyme gastrique va rentrer dans le premier duodénum et continuer son chemin. Et revoyez ici donc la grande sortie de plusieurs choses par un sphincter qu'on appelle l'ampoule de Vater, et où on va avoir les voies pancréatiques en bleu et en marron sur le schéma, et les voies biliaires, tout ça donc se réunit pour sortir. Et tout ça, ça va être très important pour assurer la bonne digestion. Si je me concentre encore une fois, pour être plus simple, sur les protéines, donc souvenez-vous, elles ont été dégradées en peptines, et maintenant on va les dégrader en acides aminés. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut des enzymes. Je vous ai mis tous les enzymes du pancréas, mais celles qui nous intéressent pour les protéines, ce sont le trypsinogène et le chymotrypsinogène. Ce sont en fait des pré-enzymes qui vont être donc sécrétés et expulsés dans le duodénum et qui, le pH aidant, vont s'activer pour faire le travail donc, de décomposition des peptines en acides aminés. Vous savez que... alors, regardez, ce schéma est intéressant aussi, tant que j'y suis, parce que vous voyez que la tête du pancréas, c'est là qu'il y a la fabrication des enzymes, surtout, alors que dans la queue du pancréas, il y a la sécrétion des bicarbonates qui vont tamponner cette fameuse acidité de l'estomac. Alors, je ne parle pas de la vésicule biliaire, ça m'emmènerait trop loin, mais il y a tout un système aussi qui contrôle la sécrétion de bile, etc., etc. Donc voilà, j'en reste là pour la digestion. Vous voyez que je fais court, le temps m'étant compté. Donc, si je résume ce que je viens de dire sur le métabolisme digestif, pour avoir un bon métabolisme digestif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une bonne nutrition, équilibrée, variée, des protéines, des glucides, des lipides, mais pas trop, etc., fraîche, bio, et surtout pas trop abondante, parce que vos capacités digestives de fabriquer de l'acide, des enzymes, est limitée. Et vous savez qu'un des gros problèmes du monde moderne, c'est la suralimentation, avec donc une surcharge des capacités digestives. Donc il faut une bonne nutrition, et deuxièmement, il faut donc un bon fonctionnement de vos organes digestifs. Alors, ceux qu'on vient de voir, l'estomac, le pancréas, et le foie et vésicule biliaire, j'en ai pas parlé, mais qui sécrètent, le foie par la fonction biliaire, sécrète la bile qui va être écoulée par les voies biliaires. Donc c'est ce que j'appelle la digestion haute. Pour un bon métabolisme digestif, il faut une bonne digestion haute, c'est-à-dire en gros au-dessus de l'ombilic. Je répète, estomac, pancréas, foie et vésicule biliaire. Et le foie, c'est surtout dans sa fonction, ce qu'on appelle biliaire. Je répète que c'est le foie qui fabrique la bile. Et quand vous avez une bile de mauvaise composition, c'est à cause du foie. Donc voilà. Donc, une des grandes maladies actuelles, je le répète, c'est le syndrome métabolique. Il paraît qu'un Français ou un Européen sur 4 serait, sur 3 ou sur 4 selon les statistiques, serait atteint d'un syndrome métabolique. Et bien ça, le syndrome métabolique, c'est dû à une suralimentation qui dépasse les capacités digestives. Donc il faut manger, en gros, la solution, c'est de manger ce que vous êtes capable de digérer. Alors, en composition d'aliments, en quantité d'aliments. Donc voilà déjà le premier métabolisme, le métabolisme digestif. Deuxième métabolisme, le métabolisme cellulaire. Alors là, c'est dans tout ce que vous avez appris peut-être en cours de biologie, de sciences naturelles, etc. C'est ce qui se passe dans la cellule. Tout ce qui se passe dans la cellule, ce sont des réactions métaboliques. Chaque cellule a un certain nombre de choses à faire, on verra sur un petit dessin juste après. Donc il y a des fonctions communes à toutes les cellules. Toutes les cellules doivent faire de l'entretien de la cellule, etc. Toutes les cellules font la même chose à ce niveau. Puis après, suivant le type de cellule, chaque cellule fait quelque chose en plus.
Par exemple, si je prends la cellule du cœur, ben la cellule du cœur, c'est une cellule musculaire, elle doit se contracter comme un muscle, etc. Donc elle doit brûler de l'énergie avec de l'oxygène pour faire bouger les fibres musculaires, l'actine, la myosine, contenues dans le muscle. Si je prends les cellules de la peau, ben elles fabriquent tous les lipides un petit peu qu'il y a sur la peau, les cellules qui donnent la corne, etc., de la peau et qui desquament, etc. Si je prends le foie, ben le foie, vous savez, on l'a déjà dit, il a beaucoup de fonctions à faire. Il doit faire les protéines de l'inflammation, il doit faire les protéines de la coagulation, il doit gérer le sucre, le stock de sucre sous forme de glycogène, et il doit fabriquer de la bile avec les acides biliaires, etc. Il doit faire tout le catabolisme hépatique, la fameuse détoxication hépatique, éliminer tous les toxiques ou les molécules usagées du corps. Donc, vous voyez, un rôle très important des cellules hépatiques. Donc, tout ça, on va le voir juste après, on verra des exemples, ça nécessite, troisième chose très importante, ça nécessite de l'ATP. Il va falloir faire de l'énergie pour alimenter ces réactions enzymatiques. Et l'ATP, vous savez où ça se fait? Ça se fait dans les mitochondries. Et la mitochondrie, c'est aussi une usine métabolique qui fabrique de l'énergie, on verra, à partir du glucose, de l'oxygène, on fabrique de l'ATP. Tout ça, si vous n'êtes pas performant au niveau de nos mitochondries, vous n'aurez pas un bon métabolisme cellulaire. Donc on voit qu'ici, qu'au niveau cellulaire, il y a de l'anabolisme qui va se faire, il y a aussi du catabolisme qui va se faire. On va dire 50-50 pour l'anabolisme. Le catabolisme, je vous répète qu'au niveau digestif, il n'y avait que du catabolisme. Aussi, comme tout à l'heure, le milieu où ça se passe est très important. Une cellule doit avoir un liquide intracellulaire d'une composition constante. Vous savez, le taux de potassium, de sodium dans l'intracellulaire, il est en quelque sorte en opposition de phase par rapport à ce qui se passe en extracellulaire, et la composition est très importante pour que c'est dans ce milieu que vont se passer les réactions chimiques, donc ce milieu est très important. Le pH est très important. Une cellule a un pH en gros de 7, et à 6,6 de pH, la cellule meurt. Donc vous voyez, il y a une faible fenêtre, je dirais, de possibilités, mais le pH de la cellule est très important. On pourrait même parler de la température. Vous savez qu'au-dessus de 42 degrés, les cellules meurent, d'où l'homéostasie thermique du corps, etc. Donc, la composition du milieu intracellulaire, le pH cellulaire, et vous connaissez le pH, c'est le fameux terrain acide. Hein. Ceux qui ont pu un pH parfait, ils ont ce qu'on appelle un terrain acide, et il va y avoir un pH un peu plus acide dans les cellules. Donc tout ça, c'est très important. Alors voici une cellule standard. Je vous ai mis ce schéma-là pour représenter une cellule standard. Vous voyez, il y a des noyaux, il y a des ribosomes qui vont fabriquer des protéines à partir des informations du noyau. L'ADN est transformé en ARN qui est lu et on fabrique des protéines. Il y a tous les mitochondries, il va falloir fabriquer de l'ATP au niveau des mitochondries. Il y a toute la membrane qu'il faut fabriquer, entretenir lorsqu'elle est abîmée, etc., etc. Il y a l'appareil ici de Golgi. L'appareil de Golgi, c'est une usine, on va dire, d'empaquetage. Hein. On fabrique des petites sachets, ce qu'on appelle des vésicules ou vacuoles, dans lesquels on va mettre ce qu'on a fabriqué comme molécules. Donc, etc., etc. Il y a un entretien à faire régulier. Toutes les cellules du corps ont ce travail, je dirais, c'est des fonctions communes à toutes les cellules du corps. Je passe, et puis je vous montre une cellule d'un tissu particulier, vous reconnaissez tout de suite, un neurone. Et bien, ce neurone, en plus de tout ce que je viens de dire, il a des choses à faire et à fabriquer en plus. On peut dire qu'il a deux fonctions, en simplifiant, spécifiques aux neurones, c'est la fabrication, entre guillemets, de l'électricité, puisque vous savez que l'information va circuler à travers le neurone par de l'électricité. Donc c'est tout un jeu de faire rentrer des ions, de dépolarisation des membranes cellulaires, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, d'énergie du neurone est utilisée à faire cette électricité. Et deuxième fonction du neurone, c'est de fabriquer les fameux neurotransmetteurs qui vont, eux, assurer la communication d'un neurone à un autre. Alors, pour être précis et pour quand même vous montrer une chaîne enzymatique, je vous montre ce petit schéma. C'est le schéma de la fabrication, entre guillemets, de la sérotonine et de la mélatonine. Comment ça se passe? Voici une chaîne métabolique. Donc, vous avez en haut le tryptophane qui va donner le 5-hydroxytryptophane, qui va donner la sérotonine, qui peut donner ensuite jusqu'à la mélatonine. Je vous ai mis à droite
les donc, formules chimiques des molécules. Vous avez ici le nom de l'enzyme qui fait la réaction et à côté, très important, les coenzymes nécessaires à l'action de cette enzyme. Pour bien vous montrer ce que c'est qu'une réaction enzymatique, on va commenter ça, du tryptophane. Alors vous voyez que toutes ces molécules sont des indolamines. Pourquoi? Parce que ici vous avez le cercle à 6 côtés plus un cercle à 5 côtés. On appelle ça un noyau indole. Et comme il y a un azote, c'est donc un acide aminé, c'est un indolamine. Donc toutes ces molécules sont des indolamines. Partons du tryptophane. On va faire intervenir la tryptophane hydroxylase. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute un radical hydroxyle, OH. Regardez les coenzymes qu'il faut, calcium, fer, B1, B3. Puis, on est donc ici à la 5-hydroxytryptophane. On va passer à la sérotonine avec une enzyme, donc je vous laisse lire le nom. C'est une décarboxylase. Qu'est-ce que ça veut dire? On va enlever un COOH. Donc on découpe, encore une fois, on a rajouté quelque chose. Ici, on va découper en quelque sorte, on va enlever quelque chose. Le COOH par la décarboxylase. Regardez, il faut du magnésium, du zinc, de la vitamine B6, de la vitamine C. Et si jamais c'est une cellule qui fabrique de la mélatonine, on peut encore aller plus loin avec ici, cette fois-ci, une acétyltransférase. Alors regardez, on va rajouter des radicaux CH3. Deux, un ici et un là. Donc là, on rajoute un radical acétyl. Et regardez, il faut du magnésium, de la vitamine B12 et il faut apporter ces radicaux acétyl par la S-adénosylméthionine. Bon, je ne vais pas plus avant, mais c'est pour vous montrer que la cellule neurologique qui travaille avec la sérotonine, par exemple, ben, elle doit faire ces réactions pour produire le neurotransmetteur. Vous voyez bien l'action des enzymes, vous voyez bien donc le nom des coenzymes qu'il faut. Troisième chose très importante, donc les fonctions communes. Premièrement, c'était les fonctions communes à toutes les cellules. Deuxièmement, c'est les fonctions spécifiques à certaines cellules. Troisièmement, c'est la respiration cellulaire. Alors là, je vous ai remis ce schéma-là parce que je l'aime bien. On comprend beaucoup de choses avec. Il faut bien comprendre qu'une mitochondrie, c'est comme un moteur de voiture. Il faut mettre du carburant. Alors ici, ce n'est pas de l'essence, c'est souvent du glucose, mais ça peut être d'autres choses. Il faut un comburant qui va brûler le carburant, c'est de l'oxygène, comme un moteur de voiture. Et puis, on va faire de l'énergie, ici, ça s'appelle de l'ATP, et il y a un rejet de fumée toxique, comme une voiture, et là, ça s'appelle du CO2 avec un peu d'H2O. D'ailleurs, dans votre tuyau d'échappement, il y a souvent un peu des gouttes d'eau qui sortent aussi. C'est exactement la même chose. Et des fumées toxiques, alors qu'on appelle en gros des radicaux libres. Mais le corps est bien fait, et il y a tout un système d'antioxydants qui sont là, tout autour de la mitochondrie pour contrer un petit peu ces radicaux libres. Alors, je vous ai mis tout de suite l'idéal pour avoir des mitochondries performantes. Regardez, tout est bien noté. Il faut faire comme les gens qui vivent longtemps. Parce que les gens qui vivent longtemps, ça veut dire que c'est des gens qui ont des mitochondries performantes. J'ai pris les gens d'Okinawa, j'aurais pu prendre les gens de Crète, bien entendu, hein, toutes les peuplades où il y a beaucoup de centenaires. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Une alimentation peu calorique, c'est pour ça que j'ai mis la flèche en pointillé, pour ne pas encrasser le moteur, il ne faut pas mettre trop de glucose dans votre mitochondrie. Donc il faut en mettre juste ce qu'il faut. Ça s'appelle l'alimentation du moteur, l'injecteur, hein, les injecteurs du moteur. Donc il faut une alimentation peu calorique et une activité physique élevée, ou tout du moins en plein air. C'est souvent des gens qui travaillent en dehors de chez eux, à l'extérieur. Donc regardez, si vous faites ça, vous avez donc la première flèche en pointillé, la deuxième flèche, je l'ai mis en plus gras pour montrer qu'il y avait beaucoup d'oxygène. Si vous avez une alimentation peu calorique, une activité physique élevée, alors vous avez un rendement très important, enfin un très bon rendement de votre moteur, ici de votre mitochondrie. Et en plus, peu de rejets toxiques. Et en plus, c'est des populations qui ont une alimentation très riche en antioxydants, vitamines, oligo-éléments, et consomment des algues, en l'occurrence, dans ces pays-là, souvent. Donc, les antioxydants sont puissants, donc s'il y a quand même un petit peu de fumée toxique, hop, tout de suite, on les contre. Donc ça, c'est très important. Pour avoir un bon métabolisme, il faut avoir
un bon fonctionnement mitochondrial, d'où ce schéma, je trouve qu'il est intéressant et permet de comprendre ce qu'il faut faire. Alors je vous dis déjà le secret, hein. Le secret c'est de s'oxygéner, donc de travailler à l'extérieur, ou tout du moins de faire un peu d'activité, de marche ou de sport à l'extérieur et non pas dans une salle de sport où tout le monde transpire, et puis de manger de façon un petit peu hypocalorique, ou tout du moins pas trop de calories, pas trop riche, hein, c'est le défaut, vous savez, du monde moderne qui est là. Donc, si je résume tout ce que je viens de dire pour le métabolisme cellulaire, regardez, il faut un bon métabolisme digestif, c'est la base, souvenez-vous, parce que si vous ne digérez pas bien les acides aminés, pour faire le tryptophane, vous n'en aurez pas assez, donc vos neurones ne vont pas bien marcher, etc. Donc, il faut un bon métabolisme digestif, je le répète. Puis ensuite, dans la nutrition, on peut rajouter des petites choses. Tout à l'heure, on avait déjà dit fraîche, bio, variée, mais on peut rajouter une alimentation riche en vitamines, oligo-éléments, antioxydants, pour que vos cellules fonctionnent bien dans leur métabolisme. Et éviter les excès de sucre. Vous avez vu que pour la mitochondrie, ce qui est très important, c'est le sucre. Et quand on donne trop de sucre, quand on mange trop de sucre, on gave, entre guillemets, les cellules en sucre et on encrasse ces fameuses mitochondries. Ça a été bien connu, ça c'est bien connu pour le vieillissement du cerveau, d'où l'idée de faire des régimes, ce qu'on appelle cétogènes, c'est-à-dire très pauvres en sucre, pour relancer ces mitochondries du cerveau. Il faut savoir que dans les cellules neurologiques, il y a beaucoup de mitochondries parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et puis, on pourrait rajouter, donc, à part cette nutrition, cette oxygénation, bien entendu, donc travail ou activité en extérieur. Donc, vous voyez là deux organes qui sont très importants, le poumon, le cœur. Il faut apporter tout l'oxygène, tout ça aux cellules. Le poumon qui est bien entendu couplé au cœur, d'où l'activité physique en plein air, tout ça c'est bon. Bien entendu, il faut qu'il y ait assez de fer dans votre sang, de globules rouges, pour assurer ce travail de transport de l'oxygène. Et puis, une bonne digestion toxinique, parce que vos cellules, elles vont éliminer des toxines. Hein, elles fabriquent des choses, elles éliminent des choses. Et il faut que ces choses éliminées soient emportées vers les fameux émonctoires, avec la notion de détoxication hépatique, chaîne catabolique supplémentaire pour les choses qui ne sont pas bien catabolisées par les cellules, le gros intestin pour tout ce qui est élimination, on va dire, solide, et puis hydrique par les urines. Donc on reconnaît là l'importance du foie, des reins, de la peau, des muqueuses, pour que le métabolisme soit toujours efficient. Alors, quand vous serez devant des patients, quand est-ce qu'il faudra penser au système métabolique? Très simplement, on peut dire qu'il y a trois indications. Les gens qui ont des problèmes de poids. Quelqu'un qui a un problème de poids constant, ça veut dire qu'il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui prend du poids de plus en plus, ou quelqu'un qui perd du poids de plus en plus, ça se voit peut-être moins souvent, mais ça se voit, c'est quelqu'un qui a un problème de métabolisme, il a du mal à faire son métabolisme digestif, ou son métabolisme est surchargé, donc ça va retentir sur les cellules. Les gens qui ont des problèmes digestifaux, qui vous disent « je ne digère pas bien, c'est long, c'est lourd à digérer, je ballonne, etc., j'ai des acidités, etc., je ne digère pas ceci, je ne digère pas cela », c'est qu'il y a une mauvaise digestion, ça veut dire qu'il y aura une fatigue chronique qui va s'installer progressivement parce que ça va se répercuter sur l'intérieur. Et tout simplement, après la troisième chose, c'est les gens qui vous disent « je manque de tonus, je manque de vitalité, je suis fatigué depuis 3-4 mois, je n'ai pas ma forme d'avant, etc. » C'est qu'il y a un problème de métabolisme déficient. Donc, vous voyez, troubles de poids, troubles digestifs, manque de vitalité, voilà les indications pour rechercher un petit peu un problème de métabolisme. Comment soutenir, et on finira par ce chapitre, comment soutenir le système métabolique? Bien entendu, vous l'avez compris, les règles hygiéno-diététiques. On pourra soutenir par des plantes de la nutrithérapie le métabolisme digestif, et on pourra soutenir par des plantes de métabolisme le métabolisme cellulaire. Donc voyons ces trois choses. Commençons par les règles hygiéno-diététiques. Vous savez bien, si je résume tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, il faut une alimentation variée, équilibrée, bio et fraîche pour qu'il y ait les vitamines, les oligo-éléments dedans, riches en vitamines, riches en antioxydants. Vous avez bien compris le pourquoi de la chose. Attention aux choses qui sont mal digérées, qui peuvent
encrasser, entre guillemets, la digestion, les laitages, le gluten, le sucre. Alors, au cas par cas, suivant le patient qui est devant vous, il y a des conseils à donner. Le sucre, vous avez bien compris pourquoi j'ai mis le sucre, parce que ça va encrasser les fameuses mitochondries. Hein, donc, il est important de dire aux gens de manger moins de sucre, moins de sucré, ou même aux gens qui sont un peu en surpoids obèses, de diminuer aussi les féculents. Hein. Les sucrés, ça tout le monde le sait, mais aussi l'excès de féculents va se terminer par un excès de sucre dans le sang. Il faut manger normocalorique. Alors, il y a des gens qui ont du mal à grossir, ben, il faut qu'ils mangent plus. Et il y a des gens qui grossissent, c'est parce qu'il faut qu'ils mangent moins, bien entendu. C'est très important. Et le gros défaut du monde moderne, c'est la suralimentation, la surconsommation. Donc, souvent, il faut réduire les portions caloriques. L'activité physique minimale au grand air, vous avez bien compris pourquoi aussi, pour ramener tout ça aux cellules. Et l'intérêt particulier du jeûne. Ah, ça, c'est quelque chose de formidable. Vous savez que dans notre école, on en parle souvent, il y a même des stages un petit peu faits là-dessus. Le jeûne, c'est un moyen naturel pour nettoyer les toxines du corps, c'est-à-dire, on va voir, pour relancer le métabolisme des cellules. C'est formidable, c'est quelque chose de naturel, on va voir, il n'y a rien à faire, le corps va automatiquement, il suffit de se mettre en condition, je fais très vite, vous savez qu'il faut faire un repos digestif, on mange très léger, voire pas du tout, c'est le jeûne complet. Repos physique, repos émotionnel, repos mental. Souvent, on fait ça, une cure de ressourcement dans un endroit sympa, en pleine nature, etc. Donc, on se met au repos. Donc, il n'y a plus de métabolisme, ou presque plus de métabolisme digestif à faire. Et bien, le corps, automatiquement, va basculer sur le métabolisme cellulaire. Il va faire plus de métabolisme cellulaire. Il a moins d'énergie. Il faut savoir que 30% de notre énergie dans la journée sert à digérer. Donc, vous voyez, si vous jeûnez, tout d'un coup, vous avez 30% d'énergie en plus. Et vous allez l'utiliser pour nettoyer vos cellules. Alors, j'ai mis quelques phrases. Hein. La diminution de l'anabolisme, on a moins de construction à faire, ça va entraîner une augmentation du catabolisme. Le corps va en profiter pour éliminer, détruire des cellules qui sont à détruire, etc. La diminution des entrées entraîne une augmentation des sorties. Il y a moins d'entrées en gérées, on va en profiter pour mettre son énergie pour les sorties, donc les éliminations. Donc tout ça va faire que vous allez avoir un véritable décrassage toxinique. Donc, et le jeûne, donc, la conclusion, c'est qu'il va relancer, donc vraiment faire une relance métabolique du corps. Donc c'est vraiment un moyen qu'aiment bien les naturopathes, et il n'y a pas de raison, dans toutes les traditions ça existe, c'est un moyen naturel pour nettoyer le corps et relancer le métabolisme. Alors, si on veut soutenir spécifiquement le métabolisme digestif, il y a plein de plantes. Je ne ferai que lire les titres, les familles de plantes. On peut les classer par famille. Il y a les toniques amères, exemple artichaut, chardon-marie, etc. Ce sont des toniques amères, ce sont des stimulants des sécrétions digestives. Donc, ces fameuses enzymes, le mucus de l'estomac, etc., tout ce qu'il faut pour que ça digère bien est stimulé par les toniques amères. Les carminatifs, ils aident la motricité de la digestion à se faire bien. Et ils combattent les bruits. Vous savez, quand ça fait glou-glou, etc. dans le ventre, quand il y a trop de ballonnement, c'est qu'il y a un problème de gaz. Carmen, ça veut dire bruit en latin. Donc, ça traite les gens qui ont une digestion bruyante. Donc, c'est les bruits et les ballonnements. Angélique, cannelle, fenouil, fenugrec, gingembre, menthe, romarin, c'est surtout les plantes souvent très odoriférantes avec des huiles essentielles dedans. Les antispasmodiques, il n'y en a pas 36, il y en a 2. Camomille, mélisse sont des antispasmodiques pour les gens qui ont des spasmes dans le ventre. Et puis il y a d'autres qui sont très importantes, mais qui sont un petit peu inclassables dans ces familles classiques. Le chrysanthellum americanum, la boldo, le desmodium, le radis noir, la réglisse sont des plantes très importantes pour la digestion. Au niveau des algues et des lichens, vous avez le lithotame qui est l'algue à donner pour gérer des brûlants d'estomac qui évite d'en arriver à ces fameux antiacides qui sont catastrophiques pour la digestion. Le lichen d'Islande, je vous l'ai mis là, c'est très intéressant pour les gens qui ont été malades, souvent qui ont toussé pendant longtemps et qui ont du mal à reprendre le poids. Ou suite d'un Covid, suite d'une bronchite, voilà, et on tousse, et puis on n'a plus d'appétit, l'appétit ne revient pas comme avant. Donc ça relance l'appétit, ça apporte tout ce qui est bon dans les algues, oligo-éléments, vitamines, etc. Et ça relance l'appétit en plus.
Pour le métabolisme digestif, il existe maintenant des solutions aussi de nutrithérapie pour aider une digestion qui ne se fait pas bien. Ben, il y a tous des enzymes digestifs qui existent maintenant dans les laboratoires que l'on peut donner pour aider. Alors c'est temporaire, hein, mais on peut aider en donnant des enzymes en plus. Il y a tout ce qui est à base de L-glutamine, hein, vous connaissez, tout ce qui est à base de probiotiques, là je ne détaille pas, mais on peut donner ça en complément de conseils donc diététiques et de petites plantes, une plante qu'on aurait choisie pour aider la digestion. Pour le métabolisme cellulaire maintenant, alors là c'est surtout de la nutrithérapie que l'on va utiliser plutôt que de la phytothérapie. Alors il y a plein de produits qui existent avec souvent des mélanges de plusieurs choses, mais dans ces produits on retrouve quoi? Des oligoéléments. Je vous ai mis les oligoéléments les plus importants, le fer, le zinc, le sélénium, le manganèse, le molybdène, le magnésium et le soufre, je l'ai mis, bien que ce sont des macro-éléments plutôt que des oligo-éléments, mais ils sont très importants aussi dans différentes réactions métaboliques. Vous l'avez vu, par exemple avec le tryptophane, il y avait du magnésium dans la chaîne métabolique de la dopamine. Les vitamines sont tous très importantes, A, C, E, B, etc. Les acides aminés, ben, c'est très important. Normalement, si vous digérez très bien, vous avez tous les acides aminés qu'il faut, mais si vous ne digérez pas bien, vous pouvez manquer d'acides aminés. Les acides gras sont très importants aussi. Les antioxydants, alors les antioxydants, vous en avez des naturels qui existent dans le corps. Le L-glutathion, l'acide alpha-lipoïque, ben, c'est des naturels qui existent dans le corps que l'on peut donner en nutrithérapie en plus. Et vous avez aussi des molécules souvent contenues dans les aliments et dans les plantes qui ont des molécules antioxydantes. Par exemple, les flavonoïdes, hein, c'est une grande famille de molécules antioxydantes. Il y a des noms que vous connaissez certainement, le resveratrol, qui est le plus meilleur pour notamment la neuroinflammation, contrer la neuroinflammation, donc le vieillissement cérébral. La quercétine, qui est très très bon pour la microcirculation, l'apigénine, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Et puis vous avez l'épicatéchine, qui est par exemple présente dans le thé vert, hein. C'est la molécule antioxydante du thé vert, les anthocyanes qui sont présents, on verra juste après dans les baies de myrtille par exemple, ou dans les pépins de raisin et la peau de raisin, les fameuses OPC de raisin. Et les caroténoïdes, c'est ce qui colore les légumes. Hein. Quand vous avez une couleur jaune, c'est de la lutéine. Le jaune d'œuf, il y a de la lutéine. Si vous prenez une courge qui est jaune, ben, il y a de la lutéine dedans. Le lycopène, c'est la couleur rouge que vous avez beaucoup dans la tomate, par exemple, mais dans tous les poivrons, etc., etc., tout ce qui est rouge. Donc, toutes ces molécules sont antioxydantes. Et ça, ben, dans les produits nutrithérapie, on va en mettre pour relancer le métabolisme de la cellule. Alors, en phytothérapie pure, il y a quand même des choses qui sont très riches en tout ce qu'il faut en vitamines, oligo-éléments, etc., pour le métabolisme des cellules. Vous avez les algues. Les algues, il y a tout ce qu'il faut pour qu'une cellule fonctionne. Il y a tous les acides aminés, il y a tous les acides gras, il y a toutes les vitamines, il y a tout ce qu'il faut. Alors, la plus connue, c'est la spiruline. Quand vous avez une convalescence, hein, vous avez perdu du poids, une femme qui vient d'accoucher, qui est fatiguée, pour redonner de l'énergie, la spiruline. Il y a aussi l'afaclamate. Donc ça, c'est des produits très intéressants à donner pour restimuler le métabolisme. Et puis, il y a des plantes, alors qui sont d'ailleurs souvent utilisées dans la nutrithérapie. La renouée du Japon, elle est extrêmement riche en resveratrol. Le sophora du Japon, extrêmement riche en quercétine. Le thé vert, extrêmement riche en épigalocatéchine. Le thé matcha est encore plus riche en ces choses-là. Et puis myrtille, les baies de myrtille, le pot et les pépins de raisin, très riches en anthocyanes, etc., etc. Donc vous voyez, il y a de quoi faire un petit peu avec tout ça. En conclusion, et pour finir, si vous avez un trouble de la vitalité, donc si vous vous sentez fatigué, manque d'énergie, etc., eh bien, il faut absolument, donc vous avez bien compris, modifier l'alimentation. Si vous continuez à manger de la même façon, ça n'ira pas mieux. Il faut un peu brusquer, modifier votre alimentation. Stimuler la digestion si vous trouvez qu'il y a vraiment un organe, estomac, pancréas, etc., déficient. Et relancer ensuite le métabolisme cellulaire par différentes oligo-éléments, vitamines, antioxydants. Eh bien, écoutez, cette présentation est finie. J'enchaîne un petit peu sur cette diapositive qui vous
montre que tout ce que je viens de dire sera étudié plus dans le détail pendant un séminaire de 2 jours qui aura lieu les 19 et 20 novembre par toute l'équipe que vous connaissez du NEMI. Alors, vous avez toutes les indications sur le site nemi-santé.com. Je pense que l'heure est venue aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour le moment, il y a 3 questions. 3 questions sont présentes déjà. Allez-y. La première, dans l'estomac, comment faire pour sécréter plus de mucus? Eh bien, ce sont les plantes de l'estomac. Donc, pour sécréter plus de mucus, il faut donner les plantes qui agissent sur l'estomac. Il y en a, regardez dans les toniques amers, vous avez notamment la gentiane et l'angélique. Gentiane donc, et angélique, ce sont 2 grandes plantes donc, de l'estomac. Il y en a une qui est classée dans les toniques amers, l'autre qui est classée dans les carminatifs. Ce sont des 2 grandes plantes de l'estomac qui augmentent les sécrétions physiologiques de l'estomac. Voilà la réponse toute simple à cette question. Ok. La deuxième. Alors, quelle forme de jeûne pratiquer sans passer par un stage? Et donc, combien de temps, de jours pour nettoyer le corps? Le jeûne, le vrai jeûne, c'est de ne pas manger du tout, etc. Souvent, ça se fait dans un lieu retiré, en groupe un petit peu, avec un coach, entre guillemets, qui encadre tout ça. Si on veut le faire soi-même et pendant une période de travail, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Alors moi, ce qu'on conseille dans notre école, c'est de faire ce qu'on appelle une semaine, non pas de jeûne, mais d'alimentation minimaliste. On donne des exemples en cours. Alors souvent, c'est une alimentation en fait très légère. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de laitage du tout. Et c'est une alimentation souvent dissociée. Et puis assez légère. Il y a 3 repas par jour, etc. De la compote de pommes, un peu de poisson, un peu de riz, voilà, des choses comme ça. Voilà, tout est bien cadré. Et ben l'air de rien, ça, on pourrait dire que c'est quand même des repas, etc. Mais c'est des repas très très simples à digérer par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc la digestion va nécessiter beaucoup moins d'énergie et il va y avoir un petit peu tout le processus que j'ai dit. Alors, comment ça dure? On fait ça sérieusement, très sérieusement, le jeûne ou l'alimentation très minimaliste pendant une semaine. C'est la phase où on enclenche le processus de nettoyage de l'organisme. Et l'idée après, c'est de reprendre à peu près sur 3 semaines une alimentation normale très progressivement. Comme ça, l'effort déclenché va s'enchaîner encore les 3 semaines suivantes. Ce qui fait un mois de nettoyage du corps. C'est la même chose avec jeûne ou avec donc une alimentation minimaliste. Et c'est vrai que l'alimentation minimaliste, ça permet de éventuellement faire ça chez soi et de travailler un petit peu en même temps, etc. Voilà, réponse à cette deuxième question. Alors, quand utiliser l'alpha-clamate par rapport à la spiruline? Alors, alpha-clamate, spiruline, ce sont 2 algues bleues, donc je dirais que ce sont quasiment les mêmes indications. Personnellement, j'utilise plus souvent la spiruline, c'est une question d'habitude, hein, c'est une question d'habitude. Il y en a qui préfèrent l'alpha-clamate, etc. Paraîtrait-il que l'alpha-clamate a une composition en acide aminé totalement idéale, comparable en proportion donc, à ce qui se passe dans notre corps. Donc ça collerait encore mieux à notre composition relative en acide aminé. Mais il y a quand même de tout dans la spiruline. Et la spiruline, c'est quand même quelque chose qui est très développé. Il faut savoir qu'en France, je crois qu'il y a 16 sites où on fabrique la spiruline en France. Hein. Ça se fait dans des bassins, etc. On fait une sorte de culture d'algues. Et donc, c'est très, on contrôle, en faisant la culture, on peut vraiment contrôler tout ce qui est pollution, etc., qui n'en est pas du tout. Il faut savoir qu'il y a 16 centres, par exemple, de formation de spiruline en France, alors que la alpha-clamate, théoriquement, elle ne vient que des lacs d'altitude américains. Donc c'est plus difficile à aller chercher. Et moi, je suis toujours un peu partisan de manger des choses plus de chez nous. Je suis un peu locavore, en quelque sorte. Voilà pour cette 3e question. Peut-être une 4e? Alors, il y en a 3 qui sont rajoutées. 3 questions. Voilà. Donc, on en restera là après. Donc, avec la spiruline, où trouver de la bonne spiruline? Oh, bah, non, il y a beaucoup de bonnes spirulines sur le marché. Hein. Alors ça existe, il y en a qui ça existe en pot, ça existe en prend une cuillère, etc. Ça existe en gélule, ça existe en comprimé.
En général, les bons laboratoires connus font des bonnes spirulines, quoi. Donc ça, il n'y a pas trop de problème. Bon, après, sur Internet, etc., sur les marchés, je ne certifie pas, je ne garantis pas la bonne composition éventuellement, bien entendu. Il faut faire attention dans tous ces produits des sources d'approvisionnement. Alors, que donner en cas d'hypochloridrie? L'hypochloridrie, c'est pareil. L'hypochloridrie, il faut stimuler. Naturellement, on n'a qu'une façon de faire, c'est de stimuler l'estomac. C'est de stimuler l'estomac. Stimuler l'estomac, et il ne faut pas trop le fatiguer non plus. Il faut à la fois le stimuler, c'est les plantes que je vous ai dit, et il faut à la fois pas trop le fatiguer, c'est-à-dire que si vous mangez beaucoup de protéines, par exemple, la protéine, c'est ce qu'il y a de plus dur à digérer pour l'estomac. C'est ce qui nécessite le plus d'efforts à digérer pour l'estomac. Alors, si on n'en mange pas du tout, bien entendu, l'estomac n'a pas de travail à faire, mais d'un autre côté, on ne va pas être bien non plus, on va manquer de choses. Donc l'idée, c'est de manger des protéines en quantité très raisonnable. C'est vrai que le côté végétarien, alors je ne dis pas qu'il faut être végétarien, mais tout du moins, il faut manger peu de viande. On dit classiquement 2-3 fois par semaine maximum, 1 à 2 fois du poisson. Voilà, voilà, on est dans ces dosages-là pour ne pas surmener l'estomac. Et ensuite, on peut donner des plantes pour activer les sécrétions de l'estomac. Ce sont toutes les plantes dans la famille toniques amères que je vous ai dit, qui facilitent ça. Une dernière question? Une dernière question. Pour des problèmes de diverticules, est-il utile de travailler sur la digestion haute? Alors, ça, c'est un vaste problème aussi, mais en gros, les gens qui font des diverticules, c'est des gens qui ont une inflammation, enfin, des diverticules douloureux, parce qu'il y a des gens qui ont des diverticules non douloureux, là, à la rigueur, il n'y a rien à faire, mais les gens qui ont des diverticules avec des crises inflammatoires, c'est une maladie inflammatoire chronique, on va dire, du sigmoïde, avec souvent une dysbiose, avec notamment, comme on est à gauche, un problème de putréfaction. Donc, il faut traiter tous ces dysbioses, je ne peux pas rentrer dans le détail, avec cette notion de putréfaction, c'est-à-dire souvent c'est trop de protéines qui vont entraîner, donc mal digérées, qui vont arriver dans l'intestin, le gros intestin gauche, et qui vont faire de la putréfaction. Alors il y a tout un nettoyage à faire, il faut souvent donner des anti-infectieux, entre guillemets, alors naturels, vous avez par exemple des cures de pépins de raisin, moi j'ai remarqué que ça marchait pas mal dans ces choses-là, et puis il faut changer un peu l'alimentation en conséquence. Le gluten, par exemple, si vous arrêtez le gluten, vous avez souvent une nette amélioration, un espacement des crises. Ça, c'est connu pour cette maladie-là. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, le gluten mal digéré, il va aller dans l'intestin, c'est une protéine, ça va donner de la putréfaction, et ça augmente cette inflammation du bas intestin. Donc, diététique, et puis nettoyage, perméabilité intestinale, et puis probiotiques, etc., adaptés. Voilà pour cette maladie de diverticulose. Une petite dernière pour la route? Je vois que ça vous fait envie. Une petite dernière pour la route. Les antiacides en allopathie bloquent-ils l'absorption des micro-aliments? Alors, les antiacides en médecine classique, c'est une catastrophe. Il a été prouvé que ça favorisait, alors statistiquement, ce n'est pas les études scientifiques l'ont montré, ça augmente un tout petit peu la fréquence d'Alzheimer. Pourquoi? Je vous donne l'explication. C'est parce que ça diminue l'absorption du zinc. Le zinc est absorbé au niveau de l'estomac. Très tôt dans la digestion, au niveau de l'estomac, le zinc est absorbé. Si vous avez des antiacides, il n'y a pas d'absorption du zinc. Et ensuite, vous avez bien compris que toutes vos protéines ne vont pas être bien digérées. Donc vous allez manquer, entre guillemets, d'acides aminés. Et par exemple, si c'est le tryptophane, on a vu, si vous manquez de tryptophane, vous manquez de sérotonine. Si vous manquez, alors si c'est une maladie Alzheimer, de choline, si vous n'avez pas assez d'acide aminé choline, vous allez avoir un manque de fabrication de l'acétylcholine. Donc il y a déjà deux voies. Le zinc qui est très important, un oligo-élément très important pour toutes les fabrications de protéines dans le corps, il n'y en a pas assez. Et les acides aminés, ils sont moins bien digérés par l'antiacide. Donc voilà déjà deux raisons, il y en a encore d'autres, qui expliquent que c'est une maladie, ça bousille, entre guillemets, la digestion. Il faut que la bouche est un peu basique, puis l'estomac est très acide, puis ensuite il y a des bases encore qui sont sécrétées par le pancréas, etc., la vésicule. C'est la normale des choses. Si on donne un antiacide, on casse cette...
échelle de pH nécessaire pour bien digérer tout ce qui se passe dans le tube digestif. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je remercie tout le monde de votre attention. Donc, et j'espère vous retrouver au séminaire du mois de novembre pour ceux que ça a intéressé et qui voudraient plus de détails. À une prochaine fois. Merci de votre attention.